Bonjour à tous, donc on va commencer le webinaire, on est déjà un peu en retard, donc j'espère que vous m'entendez mieux, je vais faire mon possible pour parler fort. Bienvenue dans ce webinaire de présentation donc, des ERANET en santé, qui sont en fait des instruments cofinancés par la Commission et les États membres. Et dans chaque État membre, en fait, ce sont les agences de financement nationales qui participent à ces projets. Et donc, c'est pourquoi on a invité l'ANR à faire cette présentation. Donc, je les remercie puisqu'ils se sont déplacés en nombre pour vous présenter au mieux ces différents instruments. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Dominique Dunon-Buteau, qui est responsable du département biologie santé à l'ANR, qui va vous faire une introduction générale. Ensuite, Martine Batou, qui est coordinatrice scientifique, va vous faire un point sur les règles de participation. Et ensuite, nous avons donc Virginie Mouchel, Céla Mecha et Florence Guillot qui vont vous présenter les différents ERANET thématiques. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat et on y répondra à la fin ou après chaque instrument en fonction des questions. On va voir. Donc voilà, je remercie encore une fois mes collègues de l'ANR et bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu les instruments qui nous servent, de financement qui nous servent dans ce domaine international. Ce que je veux ajouter, c'est que je vais faire une présentation un petit peu générale, mais ce qui est important pour toutes les questions que vous aurez de plus spécifiques sur chaque appel, vous verrez qu'il y a une personne contact pour chacun de ces appels, et vraiment, ce sont des personnes ressources, une partie d'entre elles sont présentes ici pour le webinaire, vous allez les entendre un peu plus tard, mais surtout n'hésitez pas à les contacter pour avoir des renseignements plus spécifiques sur chacun des calls qui vont vous être présentés dans la deuxième partie. Donc sur cette première diapositive, les instruments qu'on présente aujourd'hui sont utilisés pour développer les partenariats public-public, et l'objectif c'est d'utiliser au mieux les ressources de recherche et développement européens pour résoudre des défis communs de manière plus efficace et avec une ampleur un peu plus grande. Donc sur cette diapositive, sur la partie gauche, vous voyez les programmes nationaux de financement de la recherche qui sont en général financés par les agences nationales de la recherche et qui donc permettent d'avoir des programmes, de développer une stratégie nationale. Et vous voyez sur la droite une organisation un peu transnationale qui permet donc à différents pays d'avoir une activité conjointe via les outils qu'on va développer sur une prochaine diapositive, ERANET, JP ou GPI. Et donc dans ce contexte-là, l'ensemble de ces pays, à travers ces organisations, ces instruments, organisent des appels à projets transnationaux conjoints. Et vous voyez que les agences qui sont indiquées, la France, la Suisse, le Canada, l'Espagne, l'Allemagne, puisque le Canada peut participer également à certaines de ces organisations, qui permettent de faire donc des appels conjoints. Alors en ce qui concerne le financement, la Commission européenne prend en charge le coût de la coordination entre les agences de financement par le biais du programme ERANET. Et puis, en ce qui concerne les appels à projets, les projets de recherche, chaque partenaire de l'ERANET finance la recherche menée dans son propre pays pour les projets de recherche sélectionnés. Alors, sur la deuxième diapositive, vous allez voir un petit peu les raisons pour lesquelles on a mis en place, ces appels à projets multinationaux, plutôt qu'est-ce qu'ils font de différent, en quoi ils sont complémentaires de ce qu'on fait au national. Alors là, pour le premier argument, c'est que dans certains cas, la communauté française est de petite taille ou peu organisée. On a deux exemples qui vous sont proposés en biologie synthétique et en nanomédecine. Et c'est une façon d'avoir une taille critique un peu plus grande et donc de pouvoir générer des projets intéressants à l'aide de nos partenaires étrangers, européens. Le deuxième point, c'est l'accès à des ressources insuffisamment disponibles en France. L'exemple le plus classique, c'est les cohortes. Un exemple en particulier
au travers des outils, des instruments qu'on va vous présenter ultérieurement. Les maladies rares, comme leur nom l'indique, les maladies rares, vous n'avez pas toujours un nombre de patients très important dans chaque pays. Donc faire des projets en commun permettent d'avoir un nombre de patients suffisant pour tirer des conclusions intéressantes. Troisième point, les problèmes de santé publique qui dépassent le cadre français, où les maladies infectieuses émergentes ne s'arrêtent pas à la frontière. Et donc, il est évident que c'est intéressant d'avoir une analyse au niveau d'un continent ou même intercontinental, puisque ces projets européens peuvent aller au-delà du cadre de l'Europe. Quatrième exemple, l'accélération des technologies, une harmonisation, quand on a l'émergence de nouvelles technologies ou de nouvelles approches. C'est souvent intéressant de les partager justement au niveau international. Un exemple, c'était la cartographie de l'épigénome, c'était dans le cadre, si je me rappelle bien, de la nutrition. Cinquième point, l'effet du levier du financement conjoint d'une thématique par plusieurs agences, bien évidemment, l'organisation de ces projets, puisque chaque agence finance les équipes ressortissantes de son pays, eh bien, ça permet de générer des projets d'une plus grande ampleur, puisque c'est l'addition de l'ensemble de ces financements qui permet d'élaborer le projet. Donc ça nous permet d'élaborer, dans certains cas, des projets d'une plus grande taille que dans les appels nationaux. Enfin, et c'est un instrument qu'on souhaite, un argument qu'on souhaite développer ou maintenir en tête, c'est aussi une façon d'aider la communauté française à se préparer au PCRD et à H2020, ultérieurement Horizon Europe. C'est-à-dire que le fait d'avoir démarré un consortium sur un projet de l'ampleur de ce qu'il y a dans ces projets RANET, qui sont déjà des projets relativement importants, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux des appels à projets de l'Horizon 2020, ça permet de générer ces consortiums, et si ça fonctionne au niveau des RANET, un projet RANET, on peut envisager ensuite de monter à H2020 au programme cadre européen. Sur la diapositive suivante, on vous a rappelé les différents instruments qui sont à notre disposition pour monter ces appels à projets. Le plus classique actuellement, c'est les RANET, le système RANET CoFund. Donc les partenaires, c'est principalement les organisations de financement et également il y a des organisations de recherche qui sont partenaires de l'ERANET. Il y a jusqu'à 33% de remboursement de la Commission européenne sur le premier appel à projet. Les autres, ce sont uniquement les agences de financement nationales qui vont les financer. Et puis la Commission européenne donc, finance le coût du management, la gestion en fait des appels à projets, également pour des activités supplémentaires. Il y a d'autres appels à projets qui sont possibles. En général, ils durent 5 ans. Donc pour Horizon 2020, on a eu pour le moment jusqu'en 2017, on a eu 62 RANET CoFund. Et vous voyez que 10% de ces projets ont concerné, en termes de budget, ont concerné la santé. Le deuxième type d'outils, d'instruments, c'est les EJP, European Joint Programme CoFund. Les partenaires sont des organisations de financement ou d'organisations de recherche. Les organisations de recherche sont souvent un peu plus importantes que dans les RANET. La place de la Commission européenne est plus importante en termes de financement, 70% de remboursement sur 2 appels à projets. Dans les RANET CoFund, c'est seulement le premier appel à projet qui est cofinancé. Là, vous en avez 2. Les activités sont plus larges et diversifiées que celles des RANET CoFund. Il y a un plan de travail annuel. Ça s'étend sur un programme de 5 ans. C'est un outil qui est un peu plus récent que les EJP CoFund, que les RANET CoFund, même si certains EJP CoFund utilisent des RANET. Et c'est un outil qui est en développement et qui va perdurer dans le temps, a priori, dans Horizon Europe. Donc les exemples en santé, vous avez EJP Cancer et puis vous avez l'EJP sur les maladies rares qui va démarrer au 1er janvier 2019. Le dernier instrument qu'on a présenté ici, c'est le Joint Programme Initiative. Donc, on a fêté les 10 ans de ces instruments à l'automne. Les partenaires sont les États membres. Des possibilités de soutien par la Commission européenne via des CSA, donc des Coordination Scientific Support Action, et puis les RANET CoFund. Et puis il y a DJPI donc, qui sont sur les grands défis sociétaux,
L'ANR est quasiment impliqué dans tous les GPI, 9 ou 9 sur les 10, et donc en santé, on est impliqué dans tous ceux qui concernent la santé. Donc là, il y a une réflexion stratégique des États membres. Les États membres essaient d'élaborer une vision commune, et puis ensuite, on génère des calls qui vont répondre à ces politiques ou ces stratégies communes. Il n'y a pas de limite de durée de vie, ça dépend des États membres. Et puis, un des soucis actuels, c'est d'assurer la durabilité de ces outils sous forme de financement. La Commission européenne ne finance pour le moment que de façon... elle a soutenu jusqu'à maintenant, il faut voir dans le futur comment ça évoluera. Il y a des solutions qui sont envisagées pour le moment. Sur la prochaine diapositive, donc deux points. C'est un petit peu ce que je vous ai dit, c'est vraiment, j'insiste sur ce point, c'est que ces appels qu'on présente aujourd'hui, qui relèvent des ERANET, GPI et autres collaborations internationales au niveau européen, on insiste sur le fait qu'elles ont vocation à préparer la communauté française au PCRD et à H2020. Et ces candidatures dans les appels ERANET, les appels de ces ERANET ne doivent pas concurrencer, bien sûr, ceux de H2020 ou d'Horizon Europe ultérieurement. Donc c'est vraiment une préparation, ce n'est pas la même chose. Et puis lorsque les consortia sont confirmés, ils fonctionnent déjà, eh bien, on les encourage à candidater à H2020 plutôt qu'à se limiter uniquement aux appels ERANET. La dernière diapositive, ce slide que je vais vous présenter, on va bien sûr pas tout détailler, elle vous présente les grands domaines dans lesquels le département est impliqué au point de vue de la gestion de ces instruments. Donc les grandes thématiques, c'est maladies infectieuses et résistance antimicrobienne, lutte contre la résistance aux antibiotiques, la nutrition, les neurosciences, les maladies rares, les maladies cardiovasculaires, la médecine personnalisée et la nanomédecine. Donc on va revenir sur les différents calls dans la deuxième partie. On va revenir sur les différents calls qui correspondent, l'appel à projet qui correspondent à ces grandes thématiques, et on vous détaillera un petit peu plus ces différents calls qui sont soit en train d'être ouverts ou qui vont être ouverts très prochainement au début de l'année 2019 et qui donc peuvent vous intéresser. Voilà, je vous remercie, je passe la parole à Martine Batou. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques aspects pratiques et administratifs des appels à projets transnationaux. Donc, ces appels à projets transnationaux ont différentes spécificités, donc ils ne sont pas tous identiques. Ceci est dû aux différents besoins des différentes communautés scientifiques, des différentes stratégies nationales qui sont établies, et aussi sur des contraintes administratives et temporelles. De plus, le processus d'évaluation est aussi différent d'un appel à projet à l'autre. Ça peut être une soumission et évaluation en une ou deux étapes, et parfois on peut avoir aussi la possibilité de réponse de réfutation. Par contre, les critères d'éligibilité d'un porteur sont nationaux, donc ils seront identiques pour tous les appels à projets concernant les porteurs français. Donc il est vraiment très important que chaque participant se renseigne auprès de son agence nationale de financement pour les critères d'éligibilité. Et si vous êtes coordinateur d'un projet, on vous recommande de vous assurer que tous les partenaires de votre consortium ont bien contacté leur agence de financement et se sont assurés qu'ils sont éligibles. Donc là maintenant nous avons un exemple du calendrier d'un processus, d'un appel à projet. Donc nous avons déjà le lancement de l'appel à projet. En général également, on préannonce l'appel à projet un mois avant son lancement. Là, c'est un exemple de soumission en deux étapes. Donc il y a déjà la soumission des prépropositions. À la fin de cette étape, les projets déposés sont vérifiés pour leur éligibilité. Donc éligibilité, on dit centrale, c'est-à-dire on vérifie bien que la composition du consortium respecte les règles de l'appel à projet, mais aussi une vérification d'éligibilité nationale. Donc là, ce sont les agences de financement qui sont impliquées et s'assurent que tous les partenaires sont bien éligibles à un financement. Ensuite, nous avons l'évaluation par les experts. À l'issue de cette évaluation par
par courrier, il y a une première réunion de comité d'évaluation et ce qui permet de avoir une liste de pré-propositions qui pourront être invitées à la soumission à la deuxième étape de l'appel à projet. L'évaluation est effectuée selon les critères d'évaluation cités dans le texte de l'appel à projet. Donc c'est bien important de regarder ces critères quand vous écrivez votre proposition. L'évaluation s'effectue avec 2 à 3 experts. Et dans les membres de comité, en général, il y a un rapporteur et 2 lecteurs qui évaluent les projets. La deuxième étape est réalisée de la même façon que la première étape, avec une phase de soumission des propositions, une phase de vérification de l'éligibilité, l'évaluation d'e-remote par les experts et une réunion d'évaluation. S'il y a un droit de réponse des porteurs, en général, celle-ci s'effectue avant la deuxième réunion d'évaluation. Ensuite, après la réunion d'évaluation, il y a une réunion de comité de pilotage et la décision finale de financement. Une fois que les projets sont sélectionnés, chaque partenaire sélectionné doit établir une convention avec son agence de financement respective. La prochaine, s'il vous plaît. Slide. Donc, je vais maintenant vous expliquer qui et quand vous devez nous contacter. Donc, on peut contacter soit le secrétariat de l'appel à projet, soit le représentant national, donc dans ce cas l'ANR. Donc, il faut contacter le secrétariat de l'appel à projet quand vous avez des questions sur les contours de l'AAP, des questions sur le partenariat et le montage du consortium, des questions générales sur le texte de l'appel à projet ou les autres documents fournis, les guidelines, et aussi si vous rencontrez un problème de soumission au niveau de l'outil ou avec votre dossier. Il faut contacter l'ANR si vous avez des questions sur l'éligibilité nationale, sur le budget national, et ensuite si vous avez la chance d'être sélectionné pour l'établissement de votre contrat. Je vais vous présenter maintenant les différents documents qui sont disponibles lorsqu'un appel à projet est lancé. Donc, nous avons le texte de l'appel à projet. Alors, vous pouvez trouver ces documents sur le site de l'ANR. Donc, vous pouvez aller dans Financer votre projet et ensuite vous avez Appel à projet en cours. Et donc, vous pouvez trouver dans ces documents le texte de l'appel à projet et aussi les guidelines. Donc, vous trouverez là aussi les règles françaises donc de l'ANR pour pouvoir des règles d'éligibilité et les autres contraintes que vous avez. Dans la documentation aussi, vous trouvez l'annexe pour les participants français qui répète de temps en temps un petit peu le règlement financier de l'ANR, mais c'est vraiment des lignes importantes que vous devez consulter. Concernant les critères d'éligibilité de l'ANR, il est important que vous sachiez que la proposition de projet sera déclarée inéligible si non conforme avec les critères suivants. Donc, c'est-à-dire qu'une proposition de projet ne peut pas être semblable en tout ou partie à une autre proposition soumise à un appel en cours d'évaluation à l'ANR ou ayant déjà donné lieu à un financement par l'ANR. Dans ce cas, toutes les propositions seront inéligibles. Donc, faites bien attention. Et d'autre part, vous avez pu voir dans l'APG, l'appel à projet générique, que les chercheurs et les chercheuses ne pouvaient soumettre qu'un seul projet en tant que coordinatrice ou coordinateur et qu'on ne pouvait pas être impliqué dans plus de 3 projets soumis à l'ANR. Donc cette règle-là n'est pas concernée pour tous les appels à projets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc vous pouvez omettre cette règle. Donc vous avez déjà présenté 3 projets à l'APG, vous pouvez quand même soumettre dans ces appels à projets. Concernant le budget, il y a un financement minimum que vous devez demander si vous voulez demander une aide, qui est de 15 000 €. Et selon les appels à projets, il y aura un montant maximum qui est autour de 200 à 250 000 par partenaire français.
Par contre, si vous coordonnez le projet, vous pouvez demander un petit peu plus. Donc, en général, c'est 50 000 euros de plus, donc entre 250 et 300 000 euros. Quand vous remplissez votre dossier, il est vraiment très important aussi que vous indiquez le salaire du personnel permanent. Même si vous êtes financé à un coût marginal, on verra dans les diapos suivantes ce que le coût marginal si vous ne connaissez pas, car cela nous permet à nous de calculer le montant total du projet. Donc, comme je viens de vous indiquer, certains partenaires sont financés au coût marginal et d'autres sont financés au coût complet. Donc les personnes qui sont financées au coût marginal appartiennent à des organismes publics de recherche, à des collectivités territoriales, établissements publics ou assimilés. Et le taux d'aide sera de 100%. Ceux qui sont financés au coût complet sont les sociétés et les associations. Le taux d'aide est entre 25 et 45% des coûts admissibles. Donc vous avez quelques exemples. Et pour les petites, moyennes et les entreprises, l'ANR peut financer seulement les entreprises qui sont une bonne santé financière. Donc là, je vous conseille de vous reporter à la fiche numéro 1 qui se trouve sur le site de l'ANR au niveau du règlement financier. Je vous montrerai à la fin de la présentation où se trouve ce règlement financier pour comprendre à quel niveau on considère une entreprise qui est en mauvais état de santé financière. Donc, les coûts admissibles sont les frais du personnel, le coût des instruments et des matériels, le coût des bâtiments et des terrains, les prestations de services qui ne doivent pas dépasser 50% du montant total du projet, les frais généraux qui englobent l'émission des personnels et les frais d'environnement. Donc là, vous avez également une fiche qui décrit tous ces coûts. L'accord de consortium, c'est aussi quelque chose d'important dans nos appels à projets. Donc, il faut vraiment regarder les demandes spécifiques du texte de l'appel à projet concernant l'accord de consortium. Et s'il n'y a pas de règles spécifiques, ce sont les règles de l'ANR qui s'appliquent. Donc, pour les bénéficiaires à coût complet, en général, on ne demande pas l'accord de consortium, mais si une entreprise est au sein de ce consortium, dans ce cas-là, il nous faudra un accord de consortium. Et pour des bénéficiaires à coût complet, il nous faudra cet accord de consortium pour qu'ils reçoivent le deuxième versement. Et pour des bénéficiaires à coût marginal, il nous faut cet accord de consortium pour qu'ils puissent recevoir le solde. Donc pareil, vous avez la fiche numéro 4 qui vous décrit davantage les spécificités sur les accords de consortium. Et pour finir, donc je vous montre où vous pouvez trouver ce règlement financier et toutes les fiches. Donc c'est toujours dans Financer votre projet, règlement financier et voilà, vous avez le règlement financier dans la première partie et ensuite les outils complémentaires pour faciliter la compréhension de notre règlement financier. Il n'y a pas de questions. Je vous passe la parole maintenant à Virginie Mouchel et on va commencer à vous présenter les différents appels à projets de l'édition 2019. Bonjour, donc je vais vous parler de la Joint Programming Initiative sur les résistances antimicrobiennes, JPI AMR, qui est une initiative permettant de faciliter et de promouvoir le développement de la recherche dans le domaine des résistances antimicrobiennes dans une perspective One Health. Ça suit l'agenda stratégique qui a été élaboré lors de la première CSA qui a eu lieu entre 2012 et 2015, avec 6 piliers de recherche, un pilier thérapeutique, diagnostic, un pilier de surveillance, un pilier de transmission, un sur l'environnement et l'intervention. Sur cette JPI-AMR, il y a également donc un ERADEN Co-Fund et un deuxième CSA. Et l'année prochaine, il y aura la publication de la mise à jour de l'agenda stratégique de recherche. Alors pour l'édition 2019, il y a donc le lancement d'un 9e appel qui a ouvert le 5 décembre, qui vise à promouvoir des recherches
innovantes sont le développement et l'amélioration d'outils de diagnostic et d'outils technologies et méthodes de surveillance. Les thèmes sont le développement de stratégies, d'outils, technologies et ou méthodes pour détecter et surveiller les résistances antimicrobiennes, et également étudier les voies pour faciliter et implémenter l'utilisation de stratégies, technologies et ou méthodes pour la détection et la surveillance des résistances antimicrobiennes. Attention, les sous-thèmes qui ne sont pas dans le périmètre de l'appel à projet sont les études basées sur ou impliquant des essais cliniques et les études ayant pour but d'améliorer des technologies commerciales qui sont déjà existantes. Alors pour l'éligibilité, il y a un minimum de 3 partenaires éligibles issus de 3 pays différents, un maximum de 5, où on peut aller jusqu'à 7 partenaires s'il y a des partenaires provenant de la Lettonie, Pologne ou République tchèque. Le montant maximum pour un partenaire français est de 250 000 €, sauf s'il est coordinateur, il peut demander 300 000 €. Le budget total de l'ANR pour cet appel à projet est de 2 millions d'euros. Vous avez également la liste des pays participants. Il y a une petite spécificité pour cet appel. Il y a la possibilité d'inclure parmi vos partenaires des pays à revenus faibles ou intermédiaires, puisqu'il y a 2 agences de développement qui vont permettre de financer certains pays d'Afrique et d'Asie. Vous trouverez la liste sur le site de l'ANR. Pour rappel, la clôture des pré-propositions aura lieu le 18 février. Je vais passer la parole à Martine Batou. Oui, je vais maintenant vous parler d'une initiative franco-allemande sur la résistance antimicrobienne qui n'est pas dans le cadre d'instruments financés par la Commission, c'est vraiment une initiative des 2 États français et allemands. Donc, la France et l'Allemagne ont décidé de lancer un programme sur la résistance antimicrobienne qui aura une durée de 2 appels à projets. Et chaque pays y contribuera à hauteur de 7 millions d'euros. Donc le premier appel à projet est lancé en 2019 et sera sur la santé humaine, alors que le deuxième appel à projet qui sera lancé en 2020 sera sur l'approche One Health. Donc je vous présente davantage l'appel à projet 2019. Donc il y a 4 différents axes. Donc l'appel à projet est sur les bactéries résistantes, mais aussi sur les champignons. Donc sur la résistance aux antibiotiques, les thèmes de l'appel à projet sont les stratégies de prévention et de traitement basées sur le microbiote, les nouveaux agents antibactériens ayant des modes d'action différents des antibiotiques déjà existants, et des enquêtes sur l'émergence, la propagation et la charge de résistance antimicrobienne en utilisant les méthodes issues de l'épidémiologie, de la modélisation, de la microbiologie et de la biologie cellulaire. Concernant les projets sur les champignons, donc il est nécessaire d'étudier des mécanismes pathogènes, des recherches sur le diagnostic et des stratégies de traitement. L'appel à projet a été préannoncé et il sera ouvert le 27 février, il sera ouvert la 3e semaine de décembre, donc juste avant les vacances, et la clôture est le 27 février. C'est une procédure de soumission en une seule étape avec une phase de réfutation. Et la composition du consortium doit être obligatoirement d'un coordinateur français et un coordinateur allemand. D'autres membres sont éligibles au financement de l'ANR ou de la BNBF. Et le maximum pour un coordinateur français ou un partenaire français sera de 250 000 €. Donc vous avez aussi les points de contact qui s'affichent, qui sont Ingrid Pfeiffer et Anna Navarrete. Je continue maintenant avec une autre initiative qui est le GPI Healthy Diet, Healthy Life. Le GPI a débuté en 2010. Et sa vision est qu'en 2030, tous les Européens auront la motivation et la possibilité de se nourrir sainement avec l'accès à une grande variété d'aliments, mais aussi d'exercer des activités physiques adéquates pour mener une vie saine. Ainsi, les maladies liées à une mauvaise alimentation diminueront significativement. Donc, le GPI-HDHL a également un agenda stratégique de recherche. Il est en train d'établir une nouvelle édition qui sera publiée en 2019 et également un nouveau plan d'implémentation qui aura pour période 2019-2021. L'agenda stratégique du GPI-HDHL est composé de 3 piliers.
Le premier pilier qui est déterminant du régime alimentaire et des activités physiques. Le pilier 2, régime alimentaire et produits et les maladies chroniques liées au régime alimentaire pour le troisième pilier. Donc 26 pays sont impliqués dans ce GPI et la représentation française est réalisée par Avison Alandi et l'ANR. Les appels à projets 2019 de GPI HDHL ne sont pas encore annoncés, donc je peux être que brève sur ces différents appels à projets. Il y aura 2 appels à projets, un sur des projets de recherche et l'autre pour l'établissement d'un Knowledge Hub. Donc l'appel à projet sur les projets de recherche, la thématique est les maladies chroniques liées au poids et la transformation et composition des aliments. Donc la pré-annonce sera réalisée début janvier et le lancement début février. La soumission sera en 2 étapes et l'ANR participera avec un budget de 1,5 million. Le Knowledge Hub, sa thématique est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le GPI HDHL est joint avec le GPI Océan et FATCHET GPI. Il sera préannoncé le 18 décembre et lancé en mi-janvier. Donc le principe des Knowledge Hub, c'est qu'il y a déjà une expression d'intérêt des chercheurs. Et ensuite, les chercheurs sélectionnés se réunissent pour écrire une proposition commune de projet. En ce qui concerne la participation française, l'INRA va participer en mettant un peu d'argent et aussi de manière in-kind. Et tout autre organisme pourra aussi participer de manière in-kind. Donc voici pour le GPI HDHL. Je passe maintenant la parole à Sheila Meya qui va vous présenter les initiatives en neurosciences. Bonjour, je vais vous parler des 3 initiatives en neurosciences, celles qui sont concernées qui se font dans les cadres européens. Donc ce sont 3 initiatives assez complémentaires par leur thématique. La première, c'est un ERANET qui est développé dans le cadre d'une action conjointe GPI, du type GPI dont Dominique Bousse a parlé. Et celle-ci est dédiée aux maladies neurodégénératives. La deuxième, c'est un ERANET, c'est l'ERANET Neuron, et celui-là, il est dédié à la recherche orientée par la maladie du cerveau, hors maladie neurodégénérative. Finalement, il y a Flagera, c'est la 12e édition de Flagera, troisième édition de Flagera, et c'est un ERANET qui a été créé pour soutenir la recherche et le développement du flagship Human Brain Project. Donc je commence par l'ERANET Neuron et je me concentre spécifiquement à ce qui est appel à projet en 2019. En 2019, l'ERANET Neuron qui lance des appels à projet thématiques qui changent chaque année lancera un appel à projet sur les biomarqueurs pour les maladies du cerveau, qui concernent donc les maladies neurologiques et psychiatriques. L'ANR a réservé un budget de 2 millions d'euros. Le lancement sera le 9 janvier. Et les projets de recherche doivent se concentrer sur 2 axes thématiques principaux. Il y a un axe qui est recherche fondamentale et un deuxième axe qui est recherche clinique sur les biomarqueurs. Le développement des biomarqueurs est possible et il y a toute une série de contraintes. Donc je vous conseille consulter les textes de l'appel à projet. Et une deuxième, et la recherche clinique sur le biomarqueur est plus centrée sur la validation des candidats à biomarqueurs déjà décrits. Pareil, il faut consulter les textes de l'appel à projet pour bien comprendre les contours. La préproposition est à une date limite le 11 mars 2019 et seulement un certain nombre des prépropositions seront invitées pour soumettre une proposition complète avec une date limite de 27 juin 2019. En bas de la diapositive, vous pouvez voir les pays participants à cet appel à projet avec lesquels il faut conformer les consortiums. Et la soumission électronique, de façon générale, dans les ERANET, c'est fait par les coordinateurs.
et je vous ai mis les sites des soumissions pour cette ERANET en particulier. Le consortium doit impliquer 5 partenaires maximum, au moins 3 pays qui participent à cet appel à projet. Et il y a seulement 2 partenaires par pays maximum et 6 partenaires, ces partenaires si un des participants vient des pays suivants, Slovaquie, Roumanie ou la Lettonie. Pardon. Donc, pour cet appel à projet en particulier, comme Martine vous a expliqué, on essaye d'encourager la coordination des projets par des équipes françaises. Donc, le budget maximum si les coordinateurs est français est de 250 000 pour les coordinateurs et de 200 000 pour les partenaires. Les contacts, c'est moi-même pour la partie ANR et les co-secrétariats sera communiqué le 9 janvier avec la publication de l'appli. Pour les ERANET Co-Fund, donc c'est une 12e édition d'un ERANET lié au GPI. C'est le premier appel de cette nouvelle ERANET du PICO-Fund 2. Donc, comme Dominique vous a expliqué, le premier appel est cofinancé par la Commission européenne. Et c'est le cas de celui-ci. Il est concentré sur s'appelle à projet sur la médecine personnalisée, la médecine de précision pour les maladies neurodégénératives. L'ANR a réservé un budget de 2 millions d'euros. Le lancement se fera aussi en début janvier 2019. Et il y a 3 axes principaux, 3 piliers principaux, diagnostic, prévention et care. Et, bon, les contours sont sur la diapositive et encore plus détaillés sur les textes d'appel à projet. Il y a une liste spécifique des maladies neurodégénératives qui sont éligibles pour cet appel à projet et qui est aussi détaillé en bas de la diapositive, maladie d'Alzheimer, Parkinson, maladie à prion, maladie des neurones moteurs, les maladies de Huntington, l'ataxie spinocérébellaire et l'atrophie musculaire et spinale. Les pré-propositions, les deadlines pour les propositions sera en mars 2019 et de la même manière que pour Neuron, un certain nombre de pré-propositions seront invitées à soumettre une proposition complète vers juin 2019. Et la soumission électronique est faite de la même manière par les coordinateurs du consortium. Il y a les sites GPND. Dans ces cas-ci, les consortiums peuvent impliquer 6 partenaires maximum, encore au moins 3 pays différents participant à cet appel, 2 partenaires par pays maximum, et les consortiums peuvent être élargis à 7 partenaires s'il y a des participants de la République tchèque, Hongrie, Lettonie, Pologne, Turquie et j'ai un doute. C'est sur les Slovénie, oui. Slovénie. Et les budgets maximum, encore une fois, est majoré pour les coordinations françaises à 250 000 € et 200 000 pour les partenaires français. Je suis les contacts pour cette ERANET. Et finalement, je vous présente les ERANET Flagera. Donc, pareil, c'est un ERANET qui est cofinancé par la Commission européenne. L'ANR a réservé 1 million d'euros en budget. Son lancement il est déjà lancé, il a été lancé en novembre. Et la date limite de proposition, c'est le 19 février 2019. Pour cette ERANET, les axes thématiques ont été développés par les pays partenaires en collaboration avec HPP et sont listés. Il y a 12 axes thématiques différentes. Vous allez trouver dans les sites Flagera et dans les sites de soumission une description précise des contours de chacun de ces axes. Les pays participants se trouvent pareil sur la diapositive. La soumission électronique est faite donc par les coordinateurs. Il y a les sites de soumission dans la suivante.
Et donc, des choses importantes à savoir, c'est que les membres des HVP, les core members des HVP, sont éligibles pour financement. Les consortiums doivent être formés pour au moins 3 partenaires des 3 pays différents, ou bien 2 partenaires des 2 pays qui participent à l'appel, plus un partenaire qui est membre des HVP et qui participe avec des fonds propres. Il doit être originaire d'un 3e pays. Les coordinateurs doivent être éligibles pour financement. Finalement, ce qui est important à savoir cette année, on a négocié afin d'améliorer la communication avec HVP. On a négocié la formation d'un panel qui va donner une rétroalimentation à aux prépropositions soumises sur la façon de mieux intégrer les travaux proposés dans les plateformes, dans les contextes de développement des plateformes HVP. Donc il a une forme spécifique, ce n'est pas la proposition complète, c'est une forme spécifique qui sera partagée avec des membres HVP pour rétroalimentation. Les contacts co-secrétariat et les contacts ANR sont les mêmes parce que Ceteranet est coordonné par la ANR et c'est Sergei Fedorchenko et son adresse email est sur la diapo. Voilà, je passe la parole à Florence Guillot. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le nouveau programme conjoint européen sur les maladies rares. Donc, c'est le programme qui va prendre la suite de l'ERANET IRER et qui commence en janvier. Ce programme a pour vision de donner un diagnostic précis des soins et un traitement si disponible aux patients atteints de maladies rares dans l'année suivant leur premier contact avec un médecin. Un des objectifs est donc de créer un pipeline de recherche et d'innovation de la PAIAS aux patients pour un transfert plus rapide de la recherche fondamentale en application clinique au profit des patients. Donc ce programme va être coordonné par l'INSERM. Il est composé de 4 piliers. Le premier pilier, financement, qui va être dirigé par les agences de financement allemandes et hollandaises. Le deuxième pilier concernant la coordination de l'accès aux données et services, qui va être dirigé par Orphanet et l'Université d'Heidelberg. Le pilier numéro 3, sur la capacité de construction et d'émancipation, va être dirigé par l'Association européenne de patients Eurordis et l'Université de Vilnius. Et enfin, un pilier 4, sur l'accélération du transfert du développement de la recherche et de la thérapie, qui va être dirigé par l'Institut Imagine et Atrice et le chair des ERN. Donc ce projet comprend 88 partenaires venant de 35 pays différents, dont 27 pays de l'Union européenne, 7 pays associés et un non associé qui est le Canada. Il va comprendre 2 appels à projets cofinancés par la communauté européenne et 2 projets non cofinancés. Donc pour plus d'informations, je vous invite à consulter le nouveau site internet EJP Maladies Rares, qui devrait être mise en route soit aujourd'hui, soit lundi. Donc, je vais poursuivre sur l'appel à projet de 2019. Donc, la thématique de cet appel à projet est d'accélérer le diagnostic et ou explorer la progression et les mécanismes des maladies rares. Les agences de financement des différents pays amènent 27 millions d'euros et il y aura 5 millions d'euros de la Commission européenne. Donc j'ai listé tous les pays qui vont participer à cet appel à projet et la participation de l'ANR en particulier est de 3 millions d'euros. Donc l'ouverture normalement devrait être aujourd'hui, mais ce sera peut-être lundi. Le délai pour la soumission des pré-propositions, c'est au 14 février. Ensuite, pour la soumission des propositions complètes, c'est le 11 juin et les résultats, ce sera au moment d'octobre 2019. Donc, on a prévu quelques exclusions sur cet appel à projet.
mais c'est un petit peu donc comme sur IRR pour ceux qui connaissent, donc tout ce qui est maladies infectieuses rares, cancers rares, les approches concernant les effets indésirables ou des complications médicales rares dans les traitements de maladies courantes, les études sur le développement de thérapies précliniques et ou validation dans des modèles cellulaires ou animaux, donc c'est-à-dire le test vraiment de composés dans des modèles animaux, parce que ces thématiques feront l'objet de futurs appels. Donc ensuite, essais cliniques interventionnels. Et pour finir, maladies neurodégénératives rares. Donc les JPND présentent un projet cette année dessus, donc c'est pour ça qu'on les a exclus. Cependant, ne sont pas exclus les démences infantiles, maladies neurodégénératives. La composition des consortia. Donc c'est un minimum de 4 partenaires venant de 4 pays différents. Ça peut aller jusqu'à 6 partenaires. Et voire 2 supplémentaires s'ils viennent de pays sous-représentés. Il doit y avoir 2 partenaires par pays maximum. Et il peut y avoir aussi des partenaires venant de pays qui ne font pas partie de cet appel à projet, mais il faut qu'ils viennent avec leur propre financement. Alors il y a une grande nouveauté dans cet instrument, c'est qu'il y a une volonté d'intégrer les associations de patients dans les appels à projets. Donc les projets qui incorporeront des associations de patients et qui les impliqueront dans leurs projets de recherche seront grandement valorisés. Voilà, donc je vous mets mon contact et je vous invite à aller sur le site internet de l'EJPRD. Donc je vais poursuivre sur ERA-CVD, qui est un ERANET qui a pour but d'initier et soutenir des collaborations translationnelles de recherche sur les maladies cardiovasculaires avec une composante de recherche translationnelle. Ce projet est coordonné par l'Allemagne. Il y a 19 pays partenaires, donc l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, qui est un pays non associé, l'Espagne, l'Estonie, la France, l'Italie, Israël, Lettonie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Taïwan, Turquie. Ce projet se termine en 2020 et donc on vous a mis aussi l'information pour le site internet. Alors le call 2019 d'ERA-CVD, il est destiné aux jeunes chercheurs. Donc on vous prie également d'aller vérifier les règles de l'ANR pour la définition de jeunes chercheurs. Il peut y avoir un chercheur senior qui peut être partenaire du projet, mais il ne peut pas être coordinateur. Les consortiums peuvent être composés d'un minimum de 3 partenaires, ça peut aller jusqu'à 6, voire 7 s'il y a un partenaire sur fonds propres. Il y a le financement de l'ANR, donc on l'a déjà décrit plus haut, c'est pour un partenaire 250 000 € et 300 000 € pour un coordinateur. Le calendrier de l'appel à projet est un peu différent par rapport aux autres ERANET parce que ça se fait en une étape pour cette année. Donc l'ouverture est en janvier 2019 et le dépôt des propositions complètes le délai est au 29 avril 2019 et les résultats pour le mois de septembre. La participation de l'ANR est de 2 millions d'euros et je vous prie de contacter ma collègue Déborah Zis si vous avez plus de questions à ce sujet. Donc je repasse la main à Dominique qui va vous présenter. Non, c'est bon. Bonjour, donc je reprends la parole. Je parle au nom de Monica Frenzel, qui est la personne contact donc, du secteur médecine personnalisée au niveau international pour l'ANR. La médecine personnalisée, c'est au niveau européen un domaine qui est en pleine émergence et en pleine réflexion. Et alors au départ, nous avons un consortium international qui s'intéresse à la médecine personnalisée et qui est un laboratoire d'idées pour la Commission européenne pour essayer de voir comment les différents États envisagent de développer cette thématique déjà dans leurs propres États et de voir ce qui est partagé et comment faire évoluer, faire émerger réellement des principes communs. Donc c'est une structure assez récente et ce consortium s'appuie sur un ERANET pour pouvoir développer la recherche dans ce domaine. Donc cet ERANET a commencé relativement récemment, en décembre 2017. On a eu le premier call
cette année, en 2018, où il y a eu 25 projets financés, et c'est le premier call, c'était un Eranet Co-Fund. Donc le premier appel a été cofinancé par la Commission européenne. On va tout de suite aller sur la deuxième diapositive pour présenter le call 2019. Donc il est non cofinancé, ce ne sont que les agences des pays participants qui vont financer cet appel. Les projets, le titre de ce call s'intéresse ou ça développe, ça permet de financer des projets de recherche transnationaux dans le domaine de la médecine personnalisée, des collaborations interdisciplinaires vers la mise en œuvre de la médecine personnalisée. La procédure aura lieu en 2 étapes. Le lancement, c'est début janvier 2019, une pré-proposition en mars 2019, une proposition finale en juin 2019. Il y a aussi une phase de rebutal et le début des projets pour financer, ce sera 2020. En ce qui concerne les consortiums, il est prévu des consortiums de 3 à 6 partenaires maximum, au moins 3 pays différents participant à cet AAP. C'est un peu particulier parce qu'en fait, pour un certain nombre de pays, il y a beaucoup de participants. Il y a des régions qui participent à ces appels, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne. Donc la structure est un peu compliquée. Je vous renvoie bien sûr au texte du call pour vous y retrouver. Et normalement, il faut au moins 3 pays différents pour pouvoir bien sûr monter un consortium. Alors la médecine personnalisée, dans cet Eranet, il y a 3 domaines qui ont été définis de façon lâche. Le premier domaine, il a déjà été mentionné précédemment, c'est un domaine qui correspond, le fameux slogan, qui correspond de la paillasse au lit du malade, donc tout ce qui passe de la recherche fondamentale à la recherche clinique, voire au-delà. Donc vraiment des aspects techniques médicaux. Un deuxième aspect qui est l'intégration des données, puisque un des gros problèmes de la médecine personnalisée, c'est le data management, donc un aspect réellement de modélisation et de solutions informatiques pour gérer l'ensemble de ces données. Et le troisième domaine, eh bien, c'est l'impact de ces 2 premiers sur les systèmes de santé, comment les systèmes de santé doivent s'adapter ou pourront s'adapter à cette évolution de la médecine. Donc chaque proposition, ce qui est proposé, c'est que chaque proposition doit au moins couvrir une partie du domaine 3, c'est-à-dire l'évolution des systèmes de santé, et puis au moins un module, soit de l'aspect très médical ou du data management. Et donc il faut au moins combiner le troisième domaine qui est en violet sur la diapo, avec soit un aspect du secteur 1 vert ou du secteur orange, le numéro 2. En ce qui concerne les partenaires français, les participants français, donc de la même façon, pour un coordonnateur français, le maximum de budget envisagé est de 300 000 €, et pour un partenaire simple, uniquement 250 000 €. Et le budget réservé par l'ANR sur cette action, sur ce call, est de 2,5 millions d'euros. Donc voilà, maintenant je vais vous passer là. C'est bon, oui. Oui, il y a une question, alors je réponds tout de suite là. C'est effectivement, c'est à peu près, on n'a pas de grande évolution par rapport au call précédent, au call de 2018, c'est vrai. Simplement par contre, la combinaison des projets a probablement changé. Mais bon, vous regarderez, là pour le coup, il faut contacter Monica, vous verrez avec Monica, mais surtout sur le texte du call, vous pourrez retrouver précisément l'arrangement des domaines. Donc je continue par donc un appel à projet qui est le ERACO SysMed, donc qui est un Eranet Co-Fund dans le domaine de la médecine systémique. On doit d'être déjà au 3e call, donc il n'est pas cofinancé. C'est le dernier call de cet Eranet, a priori. L'objectif du programme, donc, c'est la médecine systémique qui associe les approches des sciences de la vie à celles des sciences de l'information. Elle intègre ainsi données biologiques et médicales à des modèles mathématiques et informatiques dans le but de développer de nouvelles stratégies de prévention, de diagnostic et de traitement.
Donc on est au dernier call. Donc je ne sais pas ce que j'ai sur cette diapo, j'ai rien d'autre. Sur la deuxième diapo, vous avez donc les conditions de l'appel à projet 2019. Donc ces projets portent sur la validation de modèles informatiques en utilisant des données biomédicales ou cliniques ou sur la découverte et la validation des mécanismes moléculaires d'au moins 2 maladies. Et les projets doivent démontrer la pertinence pratique des modèles informatiques et un bénéfice pour les patients. L'ouverture aura lieu le 1er février 2019, la date limite de pré-proposition le 15 mars 2019. On a une procédure de soumission en 2 étapes puisqu'il y a une pré-proposition. Vous avez tous les contacts. À l'ANR, c'est Ingrid Pfeiffer qui est le contact. Vous avez dans l'encart sur la diapositive. Rien de particulier. Au minimum 3 partenaires de 3 pays participants dans les consortia. 2 partenaires maximum peuvent déposer le titre dans le même pays. Le budget de l'ANR réservé sur cette action, c'est 1 million d'euros. Et de la même façon, si le coordonnateur est français, son budget peut aller jusqu'à 300 000 euros. S'il est simplement leur partenaire, c'est un maximum de 250 000 euros. Je passe maintenant la parole à Virginie Mouchel qui va vous parler de Euronanomed. Alors, je vais parler de Euronanomed, donc, qui est un programme de recherche qui finance des programmes de recherche d'innovation qui peuvent contribuer à développer la recherche dans le domaine des nanotechnologies pour des applications biomédicales. Ça a débuté en 2009 par un premier ERANET, suivi d'un deuxième ERANET de 2012 à 2016 et un nouvel ERANET en 2016, un ERANET CoFound. Il y a actuellement 25 partenaires issus de 19 pays différents. Donc pour l'édition 2019, donc l'objectif, comme les appels précédents, est de soutenir des projets de recherche transnationaux combinant des approches innovantes dans le domaine de la nanomédecine et d'encourager, favoriser des collaborations entre les groupes de recherche publics et privés. Les thématiques sont identiques à celles des années précédentes. Il s'agit de la médecine régénérative, diagnostic et des systèmes de délivrance ciblés. Vous avez également la liste des différents pays qui participent cette année à cet appel à projet. Pour l'éligibilité, il faut faire attention. Il faut au moins des exercices dans au moins 2 des domaines suivants, donc la recherche académique, recherche clinique et recherche industrielle. Les consortia peuvent être composés de 3 à 5 partenaires maximum. Ce nombre peut être augmenté jusqu'à 7 partenaires s'il y a des partenaires provenant des pays tels que la Bulgarie, l'Estonie, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Taïwan et la Turquie. Et il y a également une phase de réfutation. Cet appel a ouvert le 14 décembre et la clôture des prépropositions sera le 31 janvier. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Sophie. Voilà, donc vous avez eu un peu une présentation générale de l'ensemble des ERANET dans lequel l'ANR est impliquée et du coup pour lequel les chercheurs français peuvent participer. Donc je remercie mes collègues d'être tous venus pour vous présenter ça. Alors maintenant on a un temps pour les questions, donc si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat et on va essayer d'y répondre en direct si c'est possible, et sinon je note et je reviendrai vers vous plus tard. Alors première question, quand saura-t-on si l'Allemagne et l'Italie seront partenaires de l'appel à projet Neuron ? Au 9 janvier, donc qui est la date de le lancement du call, de l'appel à projet, ce sera définitif, mais a priori pas de décision avant. Ok, donc je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. On attend un petit peu. C'était différent de l'année dernière. Ça avait changé s'il avait la place des nouveaux personnes.
Alors, concernant les RANET cancer, en fait, le projet s'est terminé là, en novembre 2018. Pour l'instant, il n'y a pas de suite prévue. C'est en négociation pour être introduit dans le programme de travail du défi santé pour les appels 2020. Pour l'instant, c'est en bonne voie. Si c'est confirmé, du coup, il devrait y avoir un troisième RANET cancer début 2021. Et voilà. Et cet RANET cancer, du coup, n'est pas géré par l'ANR, mais par l'INCA. Donc pour l'instant, on attend et on aura confirmation au plus tard en juin 2019, quand l'appel à projet 2020, quand le programme de travail 2020 de la Commission sera publié, il y aura l'appel pour les RANET cancer à ce moment-là. Mais a priori, c'est en bonne voie. Du coup, il n'y a plus d'appel à projet dédié pour le moment. Question, alors c'est pas évident, est-ce qu'on peut pas... voilà. Y a-t-il un nombre maximum de projets que peut déposer un porteur, tout RANET confondu, même s'il n'y a pas d'overlap avec les APG? Il n'y a pas de limite, mais après, les RANET sont assez différents, donc si un chercheur fait de la neuroscience, il ne va pas forcément faire l'infectieux, mais pourquoi pas? Disons que, a priori, il n'y a pas de limite s'il veut déposer un projet dans chaque RANET, il n'y a pas de règle qui l'interdit, c'est ça? Voilà, il n'y a pas de règle qui interdise à un porteur de projet de déposer plusieurs projets. La seule règle qui s'applique, c'est qu'on ne peut pas financer 2 fois le même projet, quel que soit le financeur. Bon, j'espère que ça répond à la question. Ah oui, la réponse est oui, il y a déjà une pré-annonce. Attends, donc, j'en suis à... Donc, faut-il construire son consortium en fonction des enveloppes nationales? Par exemple, si un pays ne prévoit de financer qu'un seul projet lors du classement final, un projet moins bien classé que nous peut-il être financé à notre place? Qui veut répondre à ça? Il faut répondre en téléphone, sinon on ne vous entend pas. On réfléchit. Il est donc préférable de regarder en effet les budgets nationaux de chaque pays pour avoir plus de chances d'être financé, parce qu'en effet, si un pays consomme tout son budget, vous avez moins de chances d'être financé. Et donc si un pays a un petit budget, c'est plus compliqué. Par contre, si c'est un appel qui est cofinancé par la Commission, l'argent de la Commission permet d'aider ces pays à financer davantage de projets et donc de financer davantage de projets sur la liste globale de projets. Je pense qu'effectivement, pour compléter ce qui vient d'être dit, il est sûr qu'il faut être attentif à ce problème-là, mais enfin, vous faites un projet scientifique, vous choisissez les partenaires qui vous paraissent les plus opportuns par rapport à la qualité du projet. Si effectivement vous sentez qu'il y a un vrai problème, un goulet d'étranglement, il faut y réfléchir, mais autrement, il faut quand même construire d'abord un projet scientifique qui tient la route avec les partenaires que vous connaissez bien et pour lesquels ça peut marcher. C'est vraiment à la fin, quand vous aurez finalisé votre consortium, qu'il faudra réfléchir si effectivement il faut inclure un partenaire qui vous paraît avoir des difficultés pour être financé et s'assurer que ça pourra quand même bien marcher. Merci pour ces éléments. On a une autre question concernant l'appel à projet RANET Neurone sur la définition d'un biomarqueur. Est-ce qu'il existe une définition précise? Oui, il y a une définition précise et là, il a une pré-annonce qui a déjà été publiée sur le site RANET Neurone. La pré-annonce est même sur le site ANR et les contenus de la pré-annonce ressemblent beaucoup déjà au texte de l'appel à projet. Donc je vous invite à les consulter. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions ou pas?
Donc, s'il n'y a plus de questions, donc je vais conclure. Donc, pour rappel, donc, chaque ERANET a ses propres règles. Donc, faites attention d'aller bien consulter tous les documents qui sont disponibles sur le site de l'ANR et de bien vérifier les règles d'éligibilité. Et surtout, chaque ERANET donc, comprend des participants différents. Donc, comme ce qui a été dit, vérifiez bien que votre collègue est bien éligible et que son agence de financement national participe bien au call. Et de manière générale, n'hésitez pas à vraiment parcourir tous les documents disponibles parce qu'ils sont en général assez bien écrits. Il y a vraiment toutes les définitions. Je dis ça parce que j'ai déjà eu par exemple des questions sur la définition d'une maladie rare et c'est écrit en toutes lettres dans le texte de la préannonce. Donc n'hésitez pas à vraiment tout lire. Évidemment, vous avez tous les contacts. S'il y a un doute, n'hésitez pas à contacter, mais assurez-vous voilà, d'avoir bien lu. Les slides vont être, donc je vais vous les envoyer par mail, disons en début de semaine prochaine au plus tard, et l'enregistrement de ce webinaire sera mis en ligne sur le site du ministère. Et je vous enverrai également le lien quand ça sera publié. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est encore en train d'écrire, donc j'attends un petit peu s'il y a une autre question. Donc le type de biomarqueur est indiqué dans le pre-announcement, mais pas la définition. Un commentaire ? Oui, finalement, il a toute une série de contraintes. Effectivement, il a plusieurs types de biomarqueurs. On demande pour la validation, il y ait au moins 2 biomarqueurs qui soient utilisés pour la même question. On demande, et ça c'est un critère très très important, qu'il ait un corrélé pathophysiologique associé aux biomarqueurs. Et ça, ce sont les définitions de ce qui est très important pour cet appel à projet. Finalement, il n'a pas une définition stricte, mais il a toute une série de contraintes qui définissent les types de biomarqueurs, la combinaison de biomarqueurs qu'on demande pour pour les différents types de projets en fondamental et en clinique, un projet clinique. Et il y a des critères importants comme cette association à un signe de pathophysiologie. Voilà. Mais vous pouvez me contacter. Nous sommes co-secrétariat avec l'Allemagne cette année et nous sommes très très au courant de cet appel à projet. Merci. Donc j'attends 30 secondes s'il n'y a plus de questions. Donc on va vous laisser. Je vous remercie de votre intérêt. Je remercie également toutes les personnes de l'ANR qui ont présenté aujourd'hui ces appels. Et donc n'hésitez pas à les contacter pour toute question après avoir lu les documents. Voilà, bon après-midi et à bientôt. Au revoir.